Audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu une délégation d'opérateurs économiques turcs qui séjournent au Mali. La délégation est venue faire le point de sa rencontre avec ses homologues maliens. Avec ces rencontres, Bamako et Ankara posent de nouvelles bases dans les échanges commerciaux qui devraient atteindre plus de 2 milliards de francs CFA. Fin de Malikurata sera la série d'entretiens avec les membres du gouvernement par une séance d'information. Le chef du gouvernement, le Dr Shogel Koukalamaïga, s'est prêté à cet exercice en répondant aux questions d'un parterre de journalistes dans plusieurs domaines, notamment les questions des réformes politiques et institutionnelles, la défense et la sécurité, la gouvernance et les questions économiques et sociales. Journée internationale de la sage-femme, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre l'événement à travers le thème « La profession sage-femme au Mali, historique, enjeux et perspectives » organisée par l'Association des sages-femmes du Mali. La journée est mise à profit pour échanger avec les décideurs sur les problèmes auxquels sont confrontées les sages-femmes. Nyanya Aliou Traoré, dans le grand format de la rédaction, s'intéresse ce soir au suivi des femmes déplacées enceintes. Ici à Bamako, où elles sont désormais installées, leur prise en charge est faite de façon minutieuse pour leur permettre de savoir qui voir, quand et comment pour éviter tout risque de complications. Merci de rester sur ORTM 1. Bonsoir et bienvenue au journal. Une délégation d'opérateurs économiques turcs qui séjournent au Mali a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La délégation est venue faire le point de sa rencontre avec ses homologues maliens. Avec ces rencontres, Bamako et Ankara posent de nouvelles bases dans les échanges commerciaux qui devraient atteindre plus de 2 milliards de francs CFA. Compte rendu, Khadija Toukone, Abdul Salam Bambara. Le Mali et la Turquie nouent de très bonnes relations dans les échanges commerciaux et c'est pourquoi une forte délégation turque séjourne dans notre pays. Elle a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ces opérateurs économiques turcs veulent renforcer le partenariat économique entre nos deux pays. Nous sommes venus avec des hommes d'affaires, en tout 12 hommes d'affaires qui opèrent dans 10 secteurs différents, venus de 8 entreprises. Ces 2 derniers jours, nous avons fait des échanges avec les opérateurs économiques maliens ainsi que l'administration malienne avec les différents ministres. Je vous assure que dans les jours à venir, vous allez voir à quel point nos relations économiques vont se développer grâce aux échanges que nous venons d'avoir. Ceux-ci ne sont pas des paroles en l'air, je vous assure, car il y a de cela 5 ans, nous n'avions que 20 millions d'import-export entre la Turquie et le Mali. Et actuellement, nous sommes à 141 millions de dollars de réalisation. En une année, nous prévoyons de faire booster ce chiffre jusqu'à 200 millions de dollars. Et avec tous les objectifs que se sont fixés nos différents chefs d'État, cela peut aller jusqu'à 500 millions de dollars, nous espérons bien, dans les prochaines années. Nous sommes prêts à fournir le marché malien en quelque besoin que ce soit. Les échanges entre Maliens et Turcs sont partis sur de très bonnes bases. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali souhaite également que nos hôtes viennent investir au Mali. Nous, l'objectif visé, c'est d'investir au Mali ici. Les échanges commerciaux, c'est bon, mais nous l'avons dit, et nous souhaiterons qu'ils viennent investir dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'énergie et les infrastructures. Surtout l'investissement au Mali ici. Le commerce gagnant-gagnant, c'est vrai, mais investissement, c'est le plus important pour nous. La délégation turque dit quitter le Mali très satisfaite de son séjour. Dans des communiqués déposés à notre rédaction, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et l'association Gao Lama Boré réitèrent leur soutien au président de la transition suite à la prorogation de la durée de la transition. Ils appellent le chef de l'État à maintenir le cap et les Maliens à l'union sacrée. Le Premier ministre Dr Shogel Koukalamaïga a reçu successivement la famille omarienne de Bandiangara, le comité stratégique du M5 RFP et une délégation turque dans ces audiences. Il a donc été question de paix, de sécurité, mais surtout de la situation politique au Mali et de la coopération entre le Mali et la Turquie. Le résumé de ces audiences avec Abdul Karim Kaba. Dynamiser la coopération bilatérale entre le Mali et la Turquie, le sujet était au centre de l'audience accordée par le Premier ministre à la délégation turque. Cette entrevue intervient après le forum d'affaires Mali-Turquie. La diversification de la coopération malienne est une démarche des autorités de la transition. Dans le cadre de la réorientation stratégique de notre coopération extérieure, nous avons choisi la Turquie parmi
d'autres pays amis avec lesquels nous compterons construire des relations sur le long terme. Nous voulons ramener les relations de partenariat économique, les relations commerciales, les relations d'affaires au même niveau de densité et de qualité que les relations politiques entre nos deux chefs d'État et nos deux gouvernements. Que cette mission pose des fondations solides pour une coopération sur le moyen et long terme très bénéfique pour les deux parties. Tout le monde est satisfait et les signes qu'on peut apercevoir sont promoteurs car le Mali est sûr en matière d'investissement. Au Mali, tout va mieux, de mieux en mieux, parce que si vous voyez, le département, ils sont mieux organisés par rapport dans le passé, et cela veut dire que les Maliens, ils travaillent et ils vont continuer à travailler. Autre rencontre au menu, l'audience que le chef du gouvernement a accordée au comité stratégique du M5 RFP. Il a été question de la situation politique. Il s'agissait aussi d'échanger avec ce comité pour la sortie des crises. Faisons tout pour que ce grand espoir suscité par la lutte du M5, qui a dépassé aujourd'hui les limites du Mali, que cet espoir ne soit pas déçu. Ça fait partie d'une des grandes missions que nous avons tous, que vous avez, que tous les Maliens. Aujourd'hui, toute l'Afrique regarde le Mali. Et donc notre lutte, comme je dis, l'esprit M5 a dépassé le cadre du M5. C'est dans l'esprit de tous les Maliens et en Afrique, partout. Le comité stratégique du M5 RFP n'a pas tari de loge pour le Premier ministre tout en l'encourageant de continuer dans ce sens. Cette information était une nécessité pour nous et nous sommes en mesure maintenant de relayer les informations réelles à la population. Nous vous faisons confiance, nous vous félicitons de ces informations et nous vous disons encore de persévérer sur votre fonction de Premier ministre auprès du président Assimi Goïta. La délégation de la famille omarienne de Banyangara a bouclé cette série d'audiences du jour de Dr Choguel Kokala Maïga. La paix, la sécurité et la cohésion sociale sont les attentes de la famille omarienne de Banyangara. Nous attendons de vous, de votre gouvernement et des autorités de notre pays le retour de la paix sans laquelle tout est vain et aussi le retour à un ordre normal. Enfin, nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre, un accompagnement tout au long de la route qui nous conduira vers la paix, la réconciliation et le bon vivre ensemble. Très ému, le Premier ministre a remercié et salué la démarche préconisée par la famille omarienne de Banyangara. Le rôle de notre gouvernement, c'est de vous accompagner dans votre démarche, parce que vous avez, dès l'abord de votre document, rappelé les liens qui vous unissent, quel a été le rôle de cette communauté dans l'histoire du Mali, quelles sont les traditions établies de longue date, mais qui ont été brusquement rompues. Il faudrait qu'on travaille tous, de part et d'autre, pour rétablir ces liens. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rappelé que les autorités de la transition œuvrent tous les jours au retour de la paix, de la sécurité et de vivre ensemble dans un Mali apaisé. L'ambassadeur des États-Unis au Mali était en visite ici à l'ORTM en fin de mission. Denis Hankins s'est exprimé sur le décret fixant le délai de la transition malienne à 24 mois à partir du 26 mars 2022. Les États-Unis soutiennent le délai de la transition malienne. Le diplomate américain s'est exprimé au micro de Garibou Pérou. Nous félicitons la déclaration qui a été faite par le gouvernement qui fixe la transition en 24 mois à commencer à 26 mars. Parce que nous pensons, même que nous savons qu'il y a toujours les débats entre le Mali et le CEDEAO, nous pensons qu'il y en a déjà assez discuté la question de durée. C'est plus important maintenant de parler de contenu de transition, de comité de suivi qui a été établi, de suivre cette transition et d'assurer la transparence et la participation dans ce programme qui est assez ambitieux pour vérifier une transition.
Nous avons noté depuis longtemps dans les sondages que les Maliens, ils ont besoin d'un délai un peu pour assurer les changements nécessaires pour établir un Mali qui soit plus fort. Nous espérons, avant le 3 juillet, que le Mali et le CEDEAO, ils peuvent terminer les discussions, terminer les questions de modalité pour cette transition, parce que nous pensons que c'est le moment d'avancer. C'est le moment que les Maliens veulent avancer et de travailler. Fin dans notre pays du projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali. Ce projet mis en place en 2018 visait à lutter contre la délinquance financière et les crimes économiques. Après 4 ans d'exécution, les acteurs du projet constatent d'importants progrès dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Koumba Sissé. La corruption et la délinquance financière font partie des difficultés auxquelles le Mali est confronté. En 2018, la coopération canadienne a voulu apporter sa contribution dans la lutte contre le fléau. Pour la circonstance, elle a mis en place le projet de redevabilité publique et participation des femmes au Mali. Parmi les acquis de ce projet de 4 ans, on peut citer le renforcement de la lutte contre la corruption et l'implication de la société civile. Nous avons été ensemble pendant des périodes mouvementées qui ont testé notre capacité d'adaptation à tous, mais qui malgré tout ne nous ont pas empêchés d'atteindre d'excellents résultats. Nous voyons aujourd'hui un bureau du vérificateur général plus visible, mieux équipé et plus sensible au genre, ainsi qu'une soixantaine de comités de veille citoyenne plus actifs et formés à travers le Mali pour servir de relais locaux à la lutte contre la corruption. L'ensemble des actions des partenaires du projet continue de contribuer à rétablir le lien de confiance entre l'État et ses citoyens. Cela est d'autant plus important et crucial dans la période que nous connaissons au Mali. Et c'est d'ailleurs une des priorités du gouvernement de transition. Le Canada est donc fier d'avoir contribué avec le projet RPPFM et son partenaire co-auteur et continuera bien évidemment de mettre de l'avant cet objectif dans la coopération entre le Mali et le Canada. Pendant ces 4 ans, ce projet s'est appuyé sur 3 acteurs principaux, à savoir le Bureau du vérificateur général, le pôle économique et financier et le Conseil national de la société civile. Je voudrais souligner avec force que les réalisations du projet ont donné un nouveau visage au pôle économique et financier de Bamako qui dispose, avec son appui, d'équipements et d'outils modernes pour faire face à ces missions. Je voudrais souligner la détermination du gouvernement de la transition à créer les conditions d'une gouvernance plus vertueuse dans notre pays, reposant sur les principes de redevabilité, de contrôle, de responsabilité et d'efficacité. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Affaires mondiale Canada a injectée dans le projet RPPFM pour renforcer la lutte contre la délinquance financière au Mali. La 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation se tiendra ce samedi 11 juin. En prélude à ce rendez-vous avec les victimes, le président de la CVJR a animé une conférence de presse pour parler de l'état d'avancement des travaux de la Commission. Mohamed Kaintao. De 1960 à nos jours, environ 29 000 personnes ont été victimes de violences sexuelles et de conflits au Mali. Parmi celles-ci, 17 000 femmes et plus de 700 enfants. Et l'objectif n'est pas seulement de les recenser, mais aussi de réparer les préjudices qu'ils ont subis. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui reçoit les dépositions, s'est entretenue avec les hommes des médias pour partager les avancées de sa mission et parler de la 5e audience publique prévue ce samedi. Les travaux de la CVJR sont très avancés. Ça se passe comme nous l'avons prévu. Quelquefois même ça dépasse nos attentes. Nous sommes à plus de 26 000 dépositions dans nos antennes. Nous sommes à notre 5e audience publique sur 6 qui étaient prévues. Nous avons déjà proposé au gouvernement une politique de réparation qui a été adoptée par le gouvernement. Selon le président de la CVJR, les précédentes audiences publiques ont été une réussite, car l'occasion a été donnée aux victimes de témoigner de leurs souffrances à hauteur de souhait. Les femmes et les enfants ont énormément souffert et continuent à souffrir dans le cadre de la crise que nous connaissons. Et il était important que nous leur consacrons
une session de nos audiences publiques pour les entendre. Pour la 5e et avant-dernière audience publique, il est prévu le témoignage de 12 des victimes de violences sexuelles et de conflits. Mission conjointe en 5e région du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre, du Conseil national de transition et du programme des Nations unies pour le développement sur le contrôle de l'action gouvernementale en matière de consolidation de la paix. Il s'agit d'identifier les priorités des services techniques et des décideurs des régions du centre afin d'en faire un document de plaidoyer. Aminata Touré. Cette mission conjointe du secrétariat permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre, le Conseil national de transition et le PNUD sur le contrôle de l'action gouvernementale en matière de consolidation de la paix vise à renforcer la coordination de l'action gouvernementale dans la résolution de la crise du centre. Nous avons fait l'étape de Badiangara, aujourd'hui nous sommes à Mopti pour échanger franc avec les communautés, des réalités qui vivent au quotidien, s'imprégner de leurs difficultés et les remonter acquis de droit. On a en tout cas effectué cette mission pour pouvoir effectivement évaluer la redevabilité de l'ensemble des parties prenantes par rapport à tout ce qui s'est passé sur le terrain en matière de stabilisation à vie des régions du centre. Voilà un peu l'objet de cette mission conjointe qui a été effectivement financée par nos partenaires et MINUSMA à travers le projet d'appui au cadre politique de gestion de la crise au centre. Et le gouverneur de saluer l'organisation de ces missions de redevabilité citoyenne qui vont se focaliser sur les acquis, les actions en cours, les défis et les perspectives. Les participants qui sont venus des 4 coins de notre région donneront une substance à ces représentants du Conseil national de transition, aux représentants du secrétaire permanent de gestion politique, du cadre politique de gestion de la crise, des éléments consistants pour la finalisation de la stratégie nationale de lutte contre l'insécurité et la problématique des régions du centre, afin que les populations puissent voir le bout du tunnel. On prit part à cet atelier les responsables des collectivités territoriales, les services techniques, les décideurs des régions de Douanzan et Mopti. 168 terroristes neutralisés et 37 autres interpellés, une quantité importante d'armes et de véhicules saisis. Ce sont les résultats engrangés par les FAMA au mois de mai dernier dans la lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée par le directeur de la DIRPA à la faveur de sa traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire générale du pays. Nous, Sissoko. Les forces armées maliennes poursuivent leur offensive d'envergure contre les terroristes et la destruction de leurs sanctuaires a martelé le directeur de la DIRPA à l'entame de cette conférence de presse sur la situation sécuritaire générale du pays. Ainsi, au mois de mai dernier, dans le cadre des opérations Maliko et Kélétigui, les FAMA ont neutralisé 168 terroristes et interpellé 37 autres. Les éléments ont aussi saisi 28 armes, récupérer ou détruire une quarantaine de véhicules. Dans le cadre du théâtre centre, dans la région de Douanza, des frappes aériennes ont ciblé 2 camps d'entraînement du terroriste Abou Mahama, suivi de ratissage des forces terrestres dans la forêt de Foulséré, secteur de Douna, donc faisant 29 terroristes neutralisés, dont 17 combattants et 12 jeunes recrues. Il y a 30 terroristes qui ont été blessés au cours de cette frappe aérienne et qui ont été acheminés vers une ligne frontalière. Il y a 37 AK-47, 12 obus, 3 caisses de munitions récupérées. Il y a 2 véhicules, 23 motos, 12 talkie-walkie qui ont été détruits. Toujours dans la région de Douanza, il y a eu des frappes aériennes également le 27 mai, tôt le matin, contre une base de la Katiba Serma, située à 3 km à l'ouest du village de Serma. Donc ces frappes aériennes ont pu neutraliser 31 terroristes, dont de nombreux chefs militaires. Dans la région de Badiangara, du 20 au 26 mai 2022, une opération de grande envergure dans les localités de Djalasagou, Sokura et Ouankoro dans le secteur de Bankas a permis de neutraliser 17 terroristes et récupérer des armes, dont un pistolet mitrailleur, des carabines, 4 fusils de chasse, des talkie-walkie et 9 motos. Dans le secteur de Tombouctou, les recherches nous ont permis de mettre la main sur Ahmad Ahmed
dans la localité de Acharan. Les 19, 20 et 21 mai 2022, des reconnaissances offensives ont permis d'appréhender des présumés terroristes, dont Ablaye Bari, Mohamed Al-Husseini Idouane Aïdara, plus 14 autres, et récupérer 18 motos. Ça, c'est dans la région de Mopti. Le théâtre Est, à Gao, les renseignements ont permis l'interpellation du terroriste Hassan Di Abou Mokhtar, impliqué dans plusieurs attaques terroristes, notamment les 3 attaques contre l'emprise Fama de Tessit. L'opération a également permis l'arrestation de 2 suspects en possession de matériel de guerre, 2 PKM, 12 chargeurs et 1 moyen garni, y compris des effets d'habillement. Donc, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes responsables des attaques contre les symboles de l'État. À Nara et Kouloukoro, les reconnaissances offensives ont porté dans les secteurs de Banamba, Dalibougou, Kamisara, Boron, Medina Sako, la forêt de Trungale et les collines de Tola, avec le suivi, l'interception et la désorganisation d'une colonne logistique terroriste entre Tabakoro, Sila et Séméné et Ouleni. Le bilan de ces actions est de 28 terroristes neutralisés, 15 terroristes interpellés, 3 AK-47, 12 motos, des bidons d'essence et du matériel de guerre saisis et plusieurs matériels détruits. Le sujet des droits de l'homme, il en a aussi été question avec la publication du rapport de la MINUSMA faisant état d'exactions sur des civils. Les autorités ont pris à bras le corps cette question des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et toutes les unités qui sont engagées disposent d'un temps de rafraîchissement, d'un temps de remise à niveau et un temps de sensibilisation par rapport aux droits de l'homme et aux droits international humanitaires. Le directeur de la DIRPA a invité les hommes de médias à plus de discernement dans le traitement de l'information en tenant compte des contingences du moment afin d'asseoir la cohésion sociale. Journée internationale de la sage-femme. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre l'événement à travers le thème « La profession sage-femme au Mali, historique, enjeux et perspectives ». Organisée par l'Association des sages-femmes du Mali, la journée est mise à profit pour échanger avec les décideurs sur les problèmes auxquels sont confrontées les sages-femmes. Sorna Kamisoko. Le métier de sage-femme est une profession médicale, un accompagnant de la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Elle occupe dans le système de la santé une place tout à fait particulière. Dédier donc une journée à ces femmes se justifie aisément. Une tribune bien indiquée pour débattre des préoccupations de la profession. Au finish, améliorer la qualité des soins offerts aux patients. Célébration chaque année de la Journée internationale de la sage-femme pour rendre hommage aux multiples sacrifices consentis par les sages-femmes du monde pour sauver la vie des femmes et de leurs bébés. Les plaidoyers à l'issue du thème de l'année dernière auprès de nos autorités compétentes au Mali et des partenaires techniques et financiers ont été effectivement suivis d'effet. Pour l'UNFPA, les sages-femmes sont le pilier central de la réponse à la santé maternelle au Mali et nous saluons le dur travail que beaucoup d'entre vous font dans les conditions difficiles et la crise socio-sécuritaire et socio-sanitaire qui traverse le pays depuis quelques années rend le travail encore plus difficile. Les défis sont le milieu rural qui représente plus de 60% des femmes en âge de procréer, ne dépose que de 10% des sages-femmes. La journée est célébrée sous le thème « La profession sage-femme au Mali, historique, enjeux et perspectives ». Un thème qui fait ressortir le rôle combien important de ces blouses roses dans le système sanitaire national. La réduction du taux de mortalité maternelle et infantile tant souhaitée par notre pays à travers les ODD à l'horizon 2030 ne sera pas possible sans le concours de ces professionnels aguerris de la santé que sont les sages-femmes.
Les plus hautes autorités de la transition et les PTF sont engagés à recruter et à faire une bonne répartition des sages-femmes sur toute l'étendue du territoire. Au cours de la journée, un hommage a été rendu à certaines sages-femmes qui se sont distinguées par un travail bien fait et surtout le respect des règles de la profession. Dania Aliou Traoré, dans le grand format de la rédaction, s'intéresse ce soir au suivi des femmes déplacées enceintes. Ici à Bamako, où elles sont désormais installées, leur prise en charge est faite de façon minutieuse pour leur permettre de savoir qui voir, quand et comment pour éviter tout risque de complications. C'est tout sourire que Khadija Bari entre dans la salle d'échographie du CESCOM de Sénou. Khadija est à son 4e mois de grossesse. Déplacée du centre du pays, précisément de la localité de Koro, dans la région de Badiangara, elle est enceinte de son 5e enfant. Et cette grossesse n'est pas comme les autres. Khadija bénéficie d'un suivi médical minutieux ici à Bamako. La voilà en effet à sa toute première consultation prénatale qu'elle fait avec 2 mois de retard. Une raison de plus pour le personnel médical de ne rien laisser au hasard, depuis le bureau d'entrée jusqu'à la salle de consultation. On va faire la consultation prénatale dans la salle. Khadija n'est pas la seule patiente du CESCOM en ce jour. Elles sont 5 qui sont venues se faire consulter. Toutes sont du même camp de déplacés et sont pratiquement au même niveau de grossesse. Dans la salle de consultation avec la sage-femme, tout va très vite. On va prendre son poids, sa taille, sa tension. Après, on va procéder à l'examen. Après l'examen, on ausculte aussi le BCF, le bruit du cœur fœtal. Après tout ça, on lui donne l'ordonnance. Il faut faire l'échographie. C'est un examen moins coûteux, non invasif. Et puis, par rapport au suivi de la grossesse, on ne peut pas déterminer l'importance, en fait. Comme je t'ai dit, l'idéal, c'est faire l'écho 3 fois s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien. Le protocole sanitaire malien exige aussi des visites à domicile si les femmes enceintes manquent à leur date de visite. Les femmes qui ne viennent pas, des fois on les appelle. Ici quand même, c'est ce qu'on fait. Mais si vous ne les voyez pas du tout? C'est les ARC qui les amènent, nos agents communautaires qui sont sur le terrain. Pour Khadija Bari et ses compagnes de grossesse, l'heure est de rejoindre le camp, leur foyer actuel. La visite a pris 2 heures, tout un parcours. Mais elle quitte le cœur allégé par les bonnes nouvelles des sages-femmes. Et ce n'est pas fini. Avant de prendre congé de ses patientes, Madame Sanogo donne une dernière consigne. La sage-femme est toujours en alerte afin de mieux préparer ses futures mamans psychologiquement jusqu'au jour de l'accouchement. K'o bila siyon kɔnɔ ani duloki 2 ɲɔgɔnna ani eau de javel ani mana ni jigini sera waati sera kɔnɔdimi mana wuli a kana to so dɛ a kana dɔgɔtɔrɔso la k'a b'a ɲɔgɔri dɔrɔn a kana dɔgɔtɔrɔso la ngo de kaɲi. Elles sont une dizaine de femmes enceintes vivant dans le camp et c'est grâce à la solidarité agissante de Madame Diarra qu'elles peuvent paisiblement vivre leur grossesse en toute sérénité. Avoir un enfant est une étape importante dans la vie d'une famille en général, en particulier dans celle d'une femme. Il est nécessaire pour cette dernière de la vivre en toute quiétude, en se reposant sur l'amour de ses proches et le professionnalisme du corps médical. Voilà, nous portons à présent à votre connaissance le contenu de ce communiqué du ministère de la Santé et du Développement social. Depuis quelque temps, les publications des cas de maladie de personnes en situation défavorable sont de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé et du Développement social saisit cette occasion pour informer l'opinion nationale que le gouvernement de la République du Mali, dans le souci de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a institué le régime d'assistance médicale RAMED pour assurer la prise en charge gratuite des frais de soins au profit des indigents
et d'autres catégories de personnes en situation de précarité. Le ministre de la Santé et du Développement social recommande à toute personne témoin de ces cas de prendre contact avec l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, qui est l'organisme chargé de la gestion du RAMED, afin de procéder à leur immatriculation et prise en charge médicale. Santé toujours avec le point Covid à présent, ce vendredi 10 juin 2022. Sur 611 tests réalisés par les services de santé, 2 cas positifs ont été détectés, 0 guéris et 0 décès. 39 personnes sont sous traitement. Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés, vient de mettre à la disposition de la population de Missabougou 3 salles de classe et un forage. Les infrastructures qui ont coûté plus de 30 millions de francs CFA ont été inaugurées jeudi par le ministre de l'Éducation nationale, Sorna Kamisoko. 2 actes posés, un dénominateur commun, celui de contribuer au développement socio-économique du pays en général et de la commune 6 du district de Bamako en particulier. En construisant ces 3 salles de classe et ce fourrage, le ministre Oumarou Diarra répond à l'un des soucis majeurs des autorités scolaires, celui de pallier le déficit d'infrastructures. Un bel exemple, c'est un ancien élève, nonobstant son statut de ministre, qui a étudié dans des conditions très difficiles ici et qui a voulu apporter aux élèves de son établissement des conditions de travail et d'apprentissage meilleures. Je vais lancer un appel au CGS, au comité de gestion scolaire, aux maires des localités qui s'investissent tous pour entretenir notre milieu scolaire. La construction de 3 salles de classe équipées sur fonds propres par son Excellence le ministre délégué du Développement social, de la Santé, de l'Action humanitaire, des réfugiés et des déplacés nous prouvent sans doute qu'il se soucie du développement local en particulier et du développement en général. Pour cet acte posé, nous lui rendons un vibrant hommage. Ces 3 salles de classe équipées viennent à renforcer les capacités d'accueil de l'école fondamentale de Missabougou. Quant au fourrage, il vient en appui aux femmes agricultrices de la localité. Le tout a été financé par le ministre Oumarou Diarra à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. Nous avons vu qu'est-ce qui peut être fait et qui peut accompagner non seulement la population, mais également poser en termes d'actes de citoyenneté et de solidarité. Voilà comment est venue l'idée de ces 3 salles de classe et ce fourrage. La cérémonie d'inauguration a servi d'occasion pour les responsables scolaires de Missabougou de baptiser l'école fondamentale de Missabougou au nom d'Abdoulaye Sissao, premier directeur de la dite école. Je vous le disais en début de journal, la Malikoura Tassira, la série d'entretiens avec les membres du gouvernement a pris fin par une journée d'information. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kalamaïga, s'est prêté à cet exercice en répondant aux questions d'un parterre de journalistes dans plusieurs domaines, notamment les questions des réformes politiques et institutionnelles, la défense et la sécurité, la gouvernance et les questions économiques et sociales. Houssini Tunkara revient sur les grandes lignes de l'intervention du chef du gouvernement. Un exercice pas facile, mais il a tenu bon devant un parterre de journalistes. Cette journée d'échange a permis au chef de gouvernement de répondre à une multitude de questions et aucun domaine n'a été épargné. La récente décision du président Assimi Goïta relative à la durée de la transition, désormais fixée à 24 mois, a d'abord suscité l'intérêt de la presse. Ce décret a un seul objectif, c'est de montrer clairement à nos frères de la CEDEAO que nous ne sommes pas dans la diversion. Notre souhait aurait été qu'à l'issue du sommet, des décisions fortes soient prises pour lever l'embargo. Nous avons décidé d'avancer au rythme attendu par notre peuple. Nous avons décidé d'avancer en montrant aussi notre bonne foi au chef d'État. En quoi il est important pour le Mali d'aller vers les réformes politiques et institutionnelles? Sur la question, le chef du gouvernement rappelle. Octobre 2018, retenez bien, la CEDEAO disait qu'après analyse de la situation politique, elle fait une recommandation forte. C'est de ne plus tenir des élections en République du Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par les populations. La mise en place d'un organe unique de gestion des élections est l'un des points clés des réformes politiques au centre des préoccupations des autorités de la transition. Nous pensons que s'il est mis en place, suivant la lettre et l'esprit
du texte, il doit minimiser les risques de contestation des élections. Parce que les raisons pour contester les élections sont multiples. Vous savez, il n'y a pas un pays aujourd'hui, les élections se font et il n'y a pas de contestation. Concernant les questions de défense et sécurité, un chapitre aujourd'hui au centre de tous les débats, les confrères ont voulu savoir l'état d'évolution des FAMA sur le terrain et comment les équipements de nos FAMA sont acquis. On demande comment on finance les armes. Bon, je me demande pourquoi on ne nous demande pas où est-ce que vous avez trouvé 200 milliards pour augmenter les salaires des travailleurs pendant que vous êtes en guerre. Personne ne nous a posé cette question. Personne ne nous a posé la question comment, alors que vous n'avez aucune aide budgétaire, vous augmentez la subvention aux engrais de 70% en un an. On ne nous pose pas la question. Nous les achetons avec nos richesses propres. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a été aussi amené par la journaliste à se prononcer sur l'état des dossiers de justice et de la lutte contre la corruption. Des points inscrits dans le chapitre de la bonne gouvernance. Je voudrais vous donner l'assurance que cette lutte, elle va continuer. Compte rendu sera fait au peuple malien au fur et à mesure. Les questions économiques et sociales ont été les derniers points abordés au cours de cette journée d'information. Sur le sujet, le chef de l'administration malienne n'a pas hésité de dévoiler la méthode préconisée par la transition pour maintenir le cap. Le gouvernement a une approche économique en disant ceci. Quand on va relever le coton, le carburant va marcher, le transport va marcher, les huiliers vont marcher, l'aliment bétail va marcher, les vendeurs de motos, ça va marcher, ceux qui font les savons. Bref, ça va avoir un effet d'entraînement sur toute l'économie. Les actions de la transition sont saluées aujourd'hui par la majorité des Maliens et par-delà les Africains. Dr Choguel Kokala Maïga est conscient que cet acquis n'est pas seulement l'actif des autorités de la transition. Voilà pourquoi, à la fin de ses propos, il a tenu à remercier tous ceux qui, de loin ou de près, apportent leur concours pour la réussite de cette période transitoire au Mali. Signature d'un protocole d'accord entre l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali et la Fondation Bali. Cet accord de partenariat a pour objectif de mutualiser les efforts dans la conception de projets communs structurants en vue d'améliorer les performances de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Agibou Koulibaly. Pour une première expérience, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali scelle ce partenariat gagnant-gagnant avec la Fondation Bali. Elles entendent lutter ensemble contre les effets du changement climatique et de la désertification au Mali. L'accord devra permettre aux deux structures, en lien avec les missions respectives et la stratégie nationale Grande Muraille Verte, de couvrir les domaines suivants: la conservation, la valorisation et la biodiversité. Le responsable de la Fondation Bali a une riche expérience dans la gestion des questions de l'environnement. Pour lui, ce partenariat contribuera à la réalisation des objectifs fixés dans le plan d'action commun et contenus dans le programme de travail de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Nous essayons de planter des millions d'arbres dans le cadre de cette muraille et en dehors de cette muraille, parce qu'on va le faire à Bamako, aussi bien à Koutiala, à Sikasso, à Nara, qui ne sont pas dans l'aire géographique de la Grande Muraille Verte. Et ça serait des millions et nous n'allons pas rencontrer toutes ces personnes qui profiteront peut-être un jour de l'ombre de ces arbres. Pour le ministre en charge de l'environnement, cet accord entre les deux structures traduit la volonté de son département à assurer une participation inclusive dans la mise en œuvre de ce projet continental qu'est la Grande Muraille Verte. L'idée qui est derrière effectivement ce protocole, la bourse de la forêt, avec un élève, un arbre, je pense que nous sommes arrivés aux objectifs que nous voudrons assigner à notre pays. Si les jeunes élèves, chacun en son sein, plante un arbre et que les Maliens de tous bords suivent effectivement cette action-là, le pays va être rapidement reverdi et les forêts vont inonder nos villes et campagnes. Le ministre Koné a enfin exhorté les deux parties à prendre toutes les dispositions utiles pour la réussite de ce protocole. 1972-2022, l'ICRISAT a 50 ans d'existence. Occasion pour les responsables de l'Institut spécialisé dans la recherche agronomique de faire le bilan des 5 décennies et de faire le point de la situation des recherches pour mieux faire face aux défis. Bokar Bablé Touré.
Un demi-siècle de vie d'un institut mérite d'être célébré. C'est bien ce qui explique cette célébration des 50 ans de l'ICRISAT, un institut international créé en 1972. Occasion pour les responsables de l'Institut de faire le bilan des résultats obtenus en matière de recherche agronomique dans les régions d'Asie et d'Afrique et d'identifier les défis. L'ICRISAT a commencé un intense travail de modernisation de ses infrastructures de recherche, une gestion optimale et une efficience de l'utilisation des ressources, de l'environnement, une utilisation accrue de numérique couplée à la machinerie agricole, des principales opérations de recherche, incluant les opérations sur le terrain, le post-récolte, le traitement et le conditionnement des semences, l'inventaire, l'échantillonnage et la distribution des semences. Présent au Mali depuis 1979, l'ICRISAT a réalisé d'importants progrès dans le domaine agricole. Entre autres, l'amélioration des programmes de sélection des semences, la mise à l'échelle des technologies sûres et vulgariser les bonnes pratiques agricoles. Des actions qui ont fortement eu un impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur le rendement des petits exploitants agricoles. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction et d'espoir les brillants changements opérés pour créer les variétés améliorées de mil, de sorgho, d'arachide et d'autres espèces végétales. Ces nouvelles variétés plus performantes et résilientes s'adaptent mieux au contexte du changement climatique et sont plus productives. Plusieurs activités ont marqué ce 50e anniversaire de l'ICRISAT. Parmi elles, une projection sur les activités de l'Institut pendant ces 5 décennies, des témoignages des partenaires de l'ICRISAT, la visite des laboratoires et des stands par le ministre de tutelle, le tout agrémenté par une animation de l'ensemble instrumental national. Ouverture ce matin à Bamako du Forum national pour la lutte contre l'esclavage. Plus d'un siècle après son abolition formelle par la colonisation, l'esclavage résiste toujours à une loi criminalisant pourtant l'acte. L'initiative de l'Organisation internationale du travail, de l'ONG Anti-Slavery et de l'association Temedet est une occasion pour mobiliser les décideurs et l'ensemble des acteurs de la société civile contre cette pratique inaba. Ce forum national vise à sensibiliser les acteurs étatiques, la société civile, sur les effets de la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali. Au programme des 2 jours d'échange, des panels animés par des chercheurs. La rencontre entre dans le cadre du projet de lutte contre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'esclavage au Mali. Ce projet a déjà enregistré des résultats dans la lutte contre cette pratique, entre autres. 20 victimes affranchies de l'esclavage, insérées dans la vie socio-professionnelle à travers la mise en place des activités génératrices de revenus à Menaka, Andraboukan et Gossi. 31 articles de presse réalisés par des organes de médias partenaires du projet d'EREL sur la pratique de l'esclavage et le travail forcé. Depuis 2006, l'association Temed et l'ONG Anti-Slavery et le Bureau international du travail mènent des actions pour éradiquer cette pratique néfaste datant d'une autre époque. C'est pourquoi la lutte contre ces fléaux doit être l'affaire de tous. Temet a toujours privilégié dans sa lutte une approche inclusive pour défier cette pratique de l'esclavage dans notre pays. Cette 2e édition servira de cadre de réflexion, d'échange sur les mécanismes à mettre en place pour la mise en circuit de l'adoption de l'avant-projet de loi criminalisant l'esclavage et pratiques analogues au Mali. Au Mali, la Constitution, dans son article 2, précise que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Pour cela, les organisateurs misent beaucoup sur ce forum afin d'éradiquer ces phénomènes. J'avais instruit les procureurs généraux près les cours d'appel afin d'engager des poursuites pénales contre les personnes impliquées dans les actes de torture et d'atteinte à la dignité humaine et de suivre le bon déroulement des procédures engagées à cet effet. C'est avec une réelle satisfaction que nous suivons l'évolution de ces procédures qui pourraient déboucher sur l'organisation dans les prochaines semaines d'une cour d'assises spéciale à Caille. Cette rencontre servira de cadre aux experts
acteurs étatiques et à la société civile de se pencher sur la note de plaidoyer national pour l'institutionnalisation d'une journée commémorative de lutte contre l'esclavage par ascendance. Et la date du 2 septembre sera retenue en hommage aux victimes de cette pratique. Signature de convention entre le consortium d'Anaya Voyage, Al-Umra et Turkish Airlines dans le cadre du Hajj 2022. Cette intervention permettra cette convention permettra donc le transport de 3000 pèlerins vers la Mecque dans de bonnes conditions. Khadija Toukoné. Pour faciliter le transport des pèlerins maliens pour le Hajj 2022, le consortium d'Anaya Voyage Al-Umra vient de signer une convention avec Turkish Airlines. Au nombre de 3000, ces pèlerins feront Bamako-Médine en vol direct. On a un partenariat avec Turkish Airlines, plus de 5 ans maintenant, pour faire transporter les pèlerins maliens. Donc on a décidé de faire accord avec Turkish Airlines, comment on peut faire transporter les pèlerins maliens. Les vols vont commencer, Inch'Allah, à partir du 20 jusqu'au 28, Inch'Allah. Les départs seront effectués de Bamako à Médine directement et le retour Djidda à Bamako, sans escale. Les responsables de Turkish Airlines saluent ce partenariat qui enlève une épine au pied des pèlerins. Cette année, Dieu merci, Turkish Airlines et le consortium se sont mis ensemble pour pouvoir transporter les pèlerins maliens dans les meilleures conditions. Turkish Airlines a de bons avions et les vols vont être effectués par de gros porteurs, des Airbus A330. Les deux parties ont promis de tout mettre en œuvre pour faciliter le voyage des 3000 pèlerins au lieu saint de l'islam. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est en visite de terrain. Il s'est rendu à Damkis, un établissement hôtelier et touristique. L'établissement dans la région de Koulikoro est une destination touristique prisée grâce à une biodiversité où l'on retrouve plusieurs animaux en voie de disparition. Alpha Maïga et Abdoulaye Diarra étaient de la visite. C'est dans le village de Banankoro, dans la collectivité territoriale de Koulikoro, que se trouve l'établissement hôtelier touristique. Il s'agit d'un lieu qui fait du Mali une véritable destination touristique et qui est ainsi visité par le ministre en charge du domaine avec à ses côtés ses proches collaborateurs. Le tourisme, un secteur de développement socio-économique, véritable vecteur de lutte contre la pauvreté. C'est une bonne destination touristique pour les populations de Bamako et environ, et même les populations venant d'ailleurs. Et c'est ça d'ailleurs la vision de notre département, le développement du tourisme domestique, qui consiste à encourager les Maliens à aller à la découverte d'endroits, des sites touristiques dans le pays. La réalisation de l'infrastructure hôtelière est une initiative des Maliens de la diaspora. Le cadre sert tout simplement de prestation pour la tenue de séminaires et autres manifestations. Un lieu où il fait bon vivre avec une biodiversité unique. Plusieurs animaux en voie de disparition y cohabitent. Ce qui d'ailleurs n'a pas laissé indifférent le visiteur du jour. En venant à la découverte de ce lieu, nous avons été émerveillés. Un cadre alliant la nature et la culture. C'est un cadre pittoresque, un jardin botanique, mais également un jardin zoologique, un hôtel avec plusieurs chambres bien aménagées qui tiennent compte des standards internationaux, qui allie à ces standards des aspects de la culture du Mali. Le tourisme participe au développement économique du pays et reste du coup un pourvoyeur d'emplois au Mali. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.